Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de SNL le podcast. Un numéro un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va revenir sur le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Aussi, on va revenir sur les 6 premiers mois du Sénégal, tirer un petit peu un bilan, voir quels sont les enseignements et surtout quelle a été la progression de cette équipe depuis le Cameroun jusqu'au barrage et en se projetant un petit peu aussi sur la phase finale de la Coupe du Monde. Forcément, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, Ibou Traoré m'a fait faux bon, mais bon, je pense que j'ai deux invités de choix. Yoro Mangara, bonjour Yoro. Bonjour Mansour, bonjour à tous. Ça fait plaisir de t'avoir. Tout le plaisir est pour moi. Parce qu'on échange souvent, mais bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, on aura beaucoup plus de temps pour parler football parce qu'en plus, toi, tu as un puits de connaissances. Je sais que tu as beaucoup aussi d'anecdotes. Et aussi, avec nous, Babacar Ndaofei de Immédiat. Bonjour Babacar. Bonjour Mansour. Et bonjour à mon cher Yoro. C'est vrai que sur cette table aujourd'hui, tout le monde se connaît. Exactement. tout le monde se connaît, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Et puis en plus, Babacar, lui, était à la CAN, donc on va dire l'homme de Bafoussam, c'est ça? De Bafoussam et de Yaoundé. De Yaoundé. Donc je pense que toi aussi, tu auras beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Mais en tout cas, déjà, ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur SNL le podcast. Et on va commencer justement par parler de nos Lions, revenir sur ces 6 premiers mois et forcément avec comme point d'orgue cette CAN 2021. Peut-être je vais me tourner vers toi, Babacar, qui était sur place. On va revenir sur ce qui s'est passé au Cameroun et surtout peut-être aussi un petit peu avant la compétition. On ne peut pas dire qu'au début du tournoi, en tout cas, les Lions partaient avec forcément des certitudes, même si l'ambition affichée était de gagner le titre. C'était loin d'être fait. Bah oui, c'était loin d'être fait. La preuve, le champion en titre quand on est arrivé au Cameroun a été éliminé au premier tour. Donc, ça montre juste comment c'est souvent très aléatoire comme compétition. Après, je pense également que oui, le Sénégal partait quand même sur de bonnes bases. Il y avait un effectif qui s'était déjà éprouvé sur 2 compétitions précédentes, un quart de finale en 2017 et puis cette finale en 2019. Il y avait un noyau dur qui était là, qui était porté par des joueurs assez solides avec une certaine expérience de CAN. Je veux parler de Sadio Mané, de Idrissa Gana Gueye et puis d'autres tauliers qui étaient là également, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy. Donc ça faisait un peu un noyau de joueurs qui savaient un peu à quoi s'attendre dans ce type de compétition, qui savaient à peu près comment aborder ce type de compétition. Et après, pour eux, c'était un peu plus facile on va dire, d'encadrer les autres qui découvraient la compétition comme Bonassar et compagnie. Après, c'est vrai que quand on voit l'effectif du Sénégal, quasiment tout le monde les mettait parmi les favoris. Mais bon, après, souvent, des fois, c'est un statut qu'il faut assumer aussi. Qu'il faut assumer, il faut demander à Didier Drogba. Entre 2006 et 2015, la Côte d'Ivoire était toujours favorite parce que quand même, c'était des joueurs énormes dans cette sélection à tous les niveaux, sauf peut-être au poste de gardien de but. Mais Didier Drogba, il n'a jamais remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est toujours difficile déjà pour une nation d'arriver en finale 2 fois de suite. Regardez les derniers vainqueurs, à part le Cameroun qui a bissé 2 fois, voire l'Égypte 3 fois, c'est toujours très difficile d'arriver 2 fois de suite en finale. L'Algérie était finaliste en 2019, elle sort au premier tour. Regardez ceux qui étaient finalistes en 92 au Sénégal, c'était une finale Côte d'Ivoire contre Ghana. En 1994, il n'y avait pas ces 2 équipes en finale parce que c'est très compliqué cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, avant d'y aller, pour la fédération, l'objectif qui était assigné à notre entraîneur, à savoir Aliou Cissé, c'était les demi. Parce que pour moi, quelqu'un qui fait une finale et qui rejoue une demi, c'est déjà réussi sa Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'atteindre déjà le dernier carré, c'était l'objectif pour nos Lions. Aller là, la gagner derrière, c'est cerise sur le gâteau. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on la gagne. J'allais plutôt mettre une pièce sur l'équipe de 2019 parce qu'après 2017, je me suis dit, 2019, je crois que ce sera l'année du Sénégal. Malheureusement, on échoue sur la dernière marche, mais je ne revoyais pas les Lions venir remporter celle de 2021, jouée en 2022. Et ils m'ont surpris.
Et je dois l'avouer. Je t'avoue que moi aussi, je ne croyais pas. Honnêtement, moi, j'avais pronostiqué, je me suis dit, allez, s'ils font quart de finale, c'est bien. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, arriver 2 fois en finale, c'est rare. C'est très rare. Et puis bon, même c'était une CAN un peu particulière. On avait aussi le Covid qui s'est invité dedans et tout. C'était pas gagné. Et d'ailleurs, toi, Babacar, qui était sur place, c'est vrai que bon, toutes les sélections étaient touchées par le Covid. Mais au niveau du Sénégal, on a senti vraiment qu'au premier tour, même s'ils ne l'ont pas forcément évoqué, ça a eu un réel impact. Ah oui, un impact très, très important. Déjà, c'était, je pense, qu'il y avait 7 joueurs qui étaient laissés à quai, à Dakar, le temps de... Donc je pense que oui, et c'était certains des joueurs majeurs. C'était le cas de Edouard Mendy, de Khalidou Koulibaly, et même du deuxième gardien, Alfred Gomis également, qui était touché. Ça supposait qu'on allait démarrer le tournoi justement avec le troisième gardien. Et on a d'ailleurs dû renforcer la liste au dernier moment avec le gardien du Casa Sport. Donc oui, c'était un gros coup dur. Après, je pense que ça fait partie également des éléments fondateurs un peu de ce sacre en réalité. Parce que il y a des moments souvent que c'est dans la difficulté qu'un groupe développe des réflexes de solidarité. Ils se disent bah, ça va être très compliqué, mais il faut être conscient que je pense que c'est peut-être quelque chose qui a pu souder ce groupe-là où ils se disent bah, ça va pas être facile avec tous les impairs qu'on a eu en début de tournoi. Et puis il y a eu le stage de préparation qui a été annulé au dernier moment. Il y a eu les joueurs des joueurs qui ont été retenus en Angleterre notamment. Donc jusqu'au bout, je pense que ce sont des détails qui ont fait mal au groupe au début, mais qui ont été quelque peu les éléments fondateurs un peu de ce sacre-là, à mon avis. Après, c'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup de détails qui ont fait mal au groupe. Et on avait un peu l'impression des fois que le groupe, il s'est pas refermé, mais en tout cas, il s'est recentré sur lui-même en se disant, bon, il y a beaucoup de paramètres extérieurs négatifs qui jouent contre nous. Il y avait aussi les critiques, parce que, bon, on va dire que les matchs de préparation n'étaient pas forcément fous. Il y a ce premier match que tu gagnes ric-rac sur un penalty. Heureusement que Pape Gueye, entre guillemets, est entré qui fait cette frappe parce que d'ailleurs sur ce match-là, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Tu gagnes ric-rac. Tu fais une entrée en lice poussive, mais tu gagnes, ce qui n'est pas rien. Et il y a eu beaucoup de critiques malgré la victoire. C'est compliqué quand même le début. Hein. On a eu 3 premiers matchs très compliqués. 3 premiers matchs compliqués parce que il y avait certes certains cadres qui n'étaient pas là à cause de la Covid, ça c'est vrai. Il y avait autre chose. Je crois que depuis que Aliou Cissé est là, on a du mal à jouer contre les petites équipes. Ça aussi, c'est la réalité. On ne gagne pas les grandes équipes, mais on a du mal à produire du jeu contre les petites équipes. Parce que l'effectif comme il est, on a un problème pour avoir ce jeu de transition milieu-attaque. Ou des fois défense-milieu. Et quand tu joues contre des petites équipes qui sont souvent très bien organisées, très bien regroupées, le fait de jouer souvent avec de longs ballons, que ce soit Pape Abdou Cissé, Abdou Diallo ou Khalidou Koulibaly, c'est du pain béni pour la défense adverse. Parce que déjà, on n'avait pas dans ce premier tour un profil de Famara Diédhiou parce qu'il n'était pas là. Et dans le jeu de Aliou Cissé, avoir cet avant-centre qui culmine à 1,90 m qui pèse dans la défense adverse, c'est très important. Il avait avec Maïna avant, il n'est plus là, il a pu trouver Famara Diédhiou. Parce que quand tu abuses de jeu long, il faut de la présence dans le dernier tiers de la défense adverse pour pouvoir jouer des coudes, mais déjà tenir le ballon et faire progresser d'1 mètre voire 2 le bloc du Sénégal. Et comme il ne l'avait pas dans ce premier tour, c'était très compliqué. Sadio Mané n'était pas à 100%. Il était obligé de jouer avec Diao Baldé Keita, qui n'est plus pour moi un joueur de football. Et c'était très compliqué. Et puis je crois que ces absences ont pesé dans cette équipe du Sénégal. Et après, quand le reste du groupe était apte, on a vu un autre Sénégal au fur et à mesure. Et puis, quand on gagne, on acquiert aussi ce qu'on appelle la confiance. Ouais. Ils ont gagné, certes difficilement, mais après, il y a eu cet élément fédérateur avec ce choc on ne le dit pas assez, mais ce choc de Sadio Mané
c'était face à quelle équipe? Au Cap-Vert? En huitième contre... Huitième. Mais ça, c'était pour moi, après ce match, j'ai commencé à croire au sacre des Lions. J'ai dit, c'est un signe en fait. S'il ne met pas ce but, on allait faire comment? D'ailleurs, ça aussi, c'est bizarre parce que... C'est bizarre, non, c'est pas bizarre, mais tu joues un match contre le Cap-Vert qui est très vite réduit à 10. Tu ne trouves pas la faille. Tu ne trouves pas la faille. Et c'est très, très compliqué. Et c'est un joueur qui est sous commotion cérébrale qui te marque une lucarne venue d'ailleurs. C'est fou. Oui, c'est très fou comme scénario. Après, je ne sais pas, c'est peut-être parce que quand tu es proche du théâtre des opérations, peut-être que tu es un peu trop dans l'événement. Mais personnellement, moi, c'est au moment du but, sur le premier match qu'on gagne contre le Zimbabwe. À la 93e. Ouais, je me suis dit, là, c'est notre année. Après, il y a deux détails. Le premier, c'est que j'ai vu dans le regard et dans le discours de Sadio, il était plus posé que jamais. Vraiment, il était focus, tu le vois, tu le sens direct. Et on s'échange de mots rapidement, juste à la fin du match. Hors antenne, il parle et tu sais qu'il dégage une grosse confiance. En fait, tu sens que lui, il est persuadé qu'on va au bout. Donc après, c'est quelque chose qui se dégage un peu autour de tout ce qui était autour. Et il y a également un autre aspect que nous avons pu sentir sur place. C'est que le Sénégal se préparait à une petite ville à 60 km de Bafoussam, mais qui était à quelque chose comme 1400 mètres d'altitude. Ouais. Donc même nous, avec nos sacs là, quand tu marches 10 minutes, mais tu es essoufflé en fait. Et tu parles avec des préparateurs physiques, ils te disent, si on fait 10 jours à 15 jours ici, on va être intenable quand on va descendre sur Yaoundé. Et on se dit, je fais un petit calcul, je dis, il n'y a pas un scénario par lequel le Sénégal va se faire sortir au premier tour en fait. Donc dans une CAN où c'est vrai qu'il y a eu justement la catastrophe Algérie, mais tu te dis, bon, dans une CAN à 24 où avec une victoire tu passes, sérieusement, en faisant ce petit calcul, c'est vrai que c'est pas garanti, mais tu te dis non, si ça continue comme ça, on va avoir quelques difficultés sur les 3 matchs qu'on va jouer à Bafoussam, surtout que sur certains matchs également, comme l'avait dit également Sadio après le match contre la Guinée, la programmation était assez compliquée avec la chaleur, avec les conditions, l'altitude, 1400 mètres et tout ça. Bon, de loin, tu peux dire oui, c'est peut-être des prétextes, etc. Mais en tout cas, nous, on vivait ça en fait. Tu as ton sac, tu marches 10 minutes, mais tu sens en fait que c'est pas rien. Oui, en après, fait. Tu sais, Et après ça, quand il y a cette projection-là sur quand on va descendre sur Yaoundé ou sur Douala, voilà, je me dis en fait, physiquement, ce groupe-là, il a au moins quelque chose. C'est-à-dire ça ne va pas être un groupe qui va jouer à la baballe, qui va sortir les ballons proprement, transition milieu-attaque ou défense milieu, etc. Mais physiquement, ça va être une équipe qui va être très difficile à bouger. Il est très rare de voir cette équipe du Sénégal encaisser plus de 2 buts en fait. Même depuis qu'Aliou Cissé est là, en fait, tu te rends compte que depuis 2015, je ne me souviens pas, à part le match amical contre le Maroc, où il n'y avait pas Edouard Mendy, il n'y avait pas Kalidou Koulibaly, il n'y avait pas Sadio Mané, etc. Donc tu te dis, il faut vraiment un cataclysme pour que cette équipe encaisse plus de 2 buts. Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences devant, mais c'est une équipe qui est très difficile à bouger. Donc, tu te dis, bon, au moins, on a de quoi aller jusqu'en finale. Et la petite crainte juste que j'avais, c'était par rapport au Nigeria, qu'on avait la possibilité de croiser, parce que le Nigeria, ils avaient fait un gros début de tournoi, et on se dit, bon, si on se croise en quart de finale, par exemple, ça peut être très compliqué. Mais une fois que le Nigeria a été éliminé, pour moi, la voie était toute tracée. En fait, moi, je me dis que les 3 premiers matchs dans les phases de groupe, c'était une sorte de préparation pour nous, parce qu'on n'en avait pas fait avant. Ouais. Et ça nous a aidés à pouvoir récupérer déjà nos cadres. Et après, avoir un joueur hors norme, ça aide dans un tournoi. Absolument. Et je crois qu'on avait un Sadio Mané qui était en mode mission, quoi. Tu vois, je suis venu, je viens pour arracher cette Coupe d'Afrique et rien ne pourra m'arrêter. Et à chaque fois qu'une nation africaine a un joueur, un top player comme ça,
souvent tu vas au bout. Vous prenez l'exemple de Madjer en 90 avec l'Algérie, il remporte la CAN. Hein. Abdoulaye Traoré, quand il était injouable avec l'ASEC machin en 92 de la Côte d'Ivoire, avec des joueurs comme Youssouf Fofana, ça part au bout. Hein. Après nous, on avait cette chance d'avoir un Sadio Mané des grands soirs, et ce qu'il échouait dans les précédentes Coupes d'Afrique des Nations, c'est-à-dire en 2017, il rate le penalty face au Cameroun. En 2019, on n'arrive pas à aller au bout parce que... Il rate 2 penaltys en 2019. Exactement. Mais en 2022, mais les penaltys, il les met au fond. Tu dis... En plus, tu commences premier match penalty. Premier match. Ouais. Tu dis, ben, premier match, 93e minute de jeu, tu n'as rien produit dans le jeu, rien du tout. C'est un néant total. Mais on arrive quand même à mettre un but. Tu dis, bon, on va essayer de s'échauffer, c'est de la préparation pour nous. Mais arrivé au 8e de finale, je vois une autre équipe du Sénégal. C'était mieux dans le jeu, mieux dans le tempo. Et puis, je crois que, voilà, il y avait... Les planètes, elles étaient alignées. Après aussi, tu vois, c'est fou parce qu'en fait, comme tu dis, les 3 premiers matchs, entre guillemets, c'était la préparation, sans faire injure aux autres équipes, hein, mais c'est du luxe quand même de pouvoir se dire ça parce que, quelque part, tu as tellement de talent individuellement et surtout à toutes les lignes que tu peux te dire, même si je ne suis pas bon, je ne vais pas perdre. Pour moi, c'est ça qui est fou. C'est très important. C'est très important dans une compétition parce que je pense qu'à un moment donné, les gens ils se sont résignés, ils se sont dit, bon, le beau jeu, oublions. Le beau jeu, oublions. Les circuits préférentiels, comme on aime dire, oublions. On va gagner 1-0, peut-être 2-0. En tout cas, au moins, on ne perdra pas. Et puis après, on va passer cette phase de groupe. Et puis après, on verra parce que souvent, ce qu'on... Pas on oublie, mais en tout cas, on a tendance un petit peu à atténuer, c'est qu'on se dit, il faut gagner tous les matchs. Sauf qu'en fait, en phase de groupe, on a des fois des équipes qui, elles, ben, si elles prennent un point contre le Sénégal, c'est une très bonne opération parce que derrière, elles peuvent peut-être avoir une autre victoire contre notre adversaire. Ça fait 4 points et tu passes. Alors que, une fois que tu arrives en 8e de finale, l'objectif, c'est de gagner. Du coup, ça te fait des matchs beaucoup plus ouverts. Et on a vu que face à un adversaire qui se livre beaucoup plus, que ce soit Cap-Vert ou encore Guinée équatoriale derrière, mais forcément, dès que tu as des espaces, tu les exploites. Et justement, d'ailleurs, c'est pourquoi je reviens également sur cette fraîcheur physique-là. On se rend compte que quand on croise le Cap-Vert en 8e, c'est le Cap-Vert qui vient rejoindre le Sénégal en altitude, oui, à Bafoussam. Et là, tu te rends compte que le Cap-Vert avait déployé un jeu peut-être plus chatoyant, plus cohérent que le Sénégal en phase de poule, mais ils ont eu beaucoup de mal sur le plan physique quand le Sénégal démarrait fort la rencontre. Les 15 premières minutes, c'était les plus belles 15 premières minutes du Sénégal. Ouais, parce qu'ils avaient du mal, les Cap-Verdiens, justement, parce qu'ils venaient d'arriver, je pense, 2 ou 3 jours avant le match. Ils venaient de très basse altitude, donc ils ont eu les difficultés que le Sénégal a eu physiquement sur les premiers matchs. Ouais. Alors que le Sénégal avait déjà passé 15 jours, l'équipe s'était déjà acclimatée, avait récupéré ses cadres, Kalidou Koulibaly qui revient sur le 3e match, Edouard Mendy qui revient également sur le 3e match, alors que sur les deux premiers matchs, Seny Dieng avait plutôt bien gardé la baraque. Donc le Sénégal était dans une position de montée en puissance, alors qu'eux, ils ont eu beaucoup de mal à se retrouver au même niveau physique. Et c'est pour moi ce qui fait la différence sur les 15 premières minutes du match, mais également sur les 15 dernières minutes du match où eux, ils ont eu beaucoup de mal à terminer, alors que le Sénégal, il était plutôt serein, récupérait des joueurs qui entraient en cours de match qui étaient super bien physiquement. Tu avais les Bambadiens qui étaient... voilà, sur le plan physique, c'était déjà clair qu'il y avait une nette différence de niveau. Peut-être que sur les autres aspects, on pourrait chouiner un peu, mais sur le plan physique, c'était intouchable pour cette équipe-là. Après, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal gagne sa CAN sur l'aspect physique? Pas seulement, non, mais en tout cas, ça joue en grande partie. Parce que même quand on voit contre l'Égypte, bon là, on s'avance un petit peu, mais en finale, l'Égypte ne propose rien sur le plan physique parce qu'ils sont rincés. Ils sortent de 3 matchs, 3 prolongations. Et de 3 gros matchs. 3 gros matchs, oui, parce que c'est pas ils ont joué un match de plus que les Lions. Ouais, ça, en fait. 30 minutes, ça fait 90 minutes. C'est vrai. Ils ont joué un match de plus. Le Sénégal avait... Et avec quels adversaires? Exactement. Le Sénégal avait déjà, je crois que pour ce tournoi, on avait une colonne vertébrale exceptionnelle. Vous savez, quand vous avez déjà gagné un club, ça aide en sélection.
Et je crois, il y avait l'aspect physique, mais il y avait aussi l'aspect mental. Un gars comme Edouard Mendy, qui remporte la Ligue des Champions, il va dire, oh, écoutez, pour gagner... Et qui reçoit, excuse-moi de te couper, le trophée de The Best une semaine, je crois, avant d'arriver en regroupement. Exactement. Donc, il va vous dire, écoutez, moi j'ai gagné avec Chelsea, je sais comment gagner. Les matchs, il faut les préparer comme ça. Et pourtant, Chelsea, ils n'étaient pas beaux à voir jouer. Mais ils vont dire, il y a autre chose pour gagner. Il n'y a pas que le beau jeu. C'est important des fois, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de la concentration, de l'abnégation et être au bon moment, au pic de sa forme. Et nous, on est arrivé. Déjà, si tu as tes cadres qui ne jouent pas les premiers matchs, quand arrivent les matchs coup près, ils sont frais. Kalidou Koulibaly, il a été énorme en quart et en demi-finale. Edouard Mendy, il a été exceptionnel. Et quand vous avez Sadio Mané qui marche sur l'eau, ça aide. C'était une alchimie. Il y avait le physique, mais il y avait le mental, et il y avait ces joueurs qui ont déjà gagné en club, qui ont apporté ce plus. Sadio Mané, il a gagné la Ligue des Champions, qui est pour moi l'une des compétitions les plus difficiles à gagner dans le monde. Déjà, en 5 ans, tu joues 3 finales. Ça montre la mentalité de ce groupe. Et c'est cette mentalité qu'ils ont transposée, qu'ils ont apportée au niveau de cette tanière. Parce qu'avant, le Sénégal avait toujours de belles générations. Mais ils n'ont jamais gagné un club. Pas de gros trophées, pas. Aujourd'hui, citez-moi un Sénégalais qui avait gagné une Ligue des Champions avant ces deux-là. Non, justement, avec la génération de 2002, qui est à peu près l'équipe repère du Sénégal, on célébrait un match de Coupe de l'UEFA de C3 entre Auxerre, je crois, et Liverpool, parce qu'il y avait Fadiga et Salif Diao. Et la Diouf, je crois, Salif Diao de l'autre. Ça donne un peu une idée de où est-ce qu'on en était en fait. Et là, tu parles de 3 finales en 5 ans pour Sadio Mané, mais mieux encore, sur les 5 dernières finales, tu as chaque fois un Sénégalais en finale. Exactement. Tu as Sadio Mané sur les 3, tu as Gana Gueye et Abdou Diallo sur la finale du PSG, et tu as Edouard Mendy qui gagne l'autre finale également de la précédente. Donc oui, en termes de vécu, ce groupe-là avait de quoi vraiment aller très très loin, parce que la Ligue des Champions est quand même la compétition peut-être la plus relevée en termes de niveau de football. Et quand tu as des joueurs qui ont cette régularité-là, c'est plus facile de tirer les autres vers le haut. Et puis surtout, après, il y a aussi un autre facteur, c'est que quand tu arrives en face à l'élimination directe, moi perso, quand je vois que le tableau se dégage, parce que potentiellement tu pouvais rencontrer le Mali en quart. Finalement, ils se font sortir par la Guinée équatoriale. Déjà, tu évites ce fameux derby qui, pour moi, aurait pu être compliqué. Ensuite, le Nigeria se fait sortir par la Tunisie. Pourtant, le Nigeria, ils avaient été d'ailleurs impressionnants contre l'Égypte en phase de groupe. Ils ne gagnent que 1-0, il me semble, mais s'il y a 3-0, c'est pareil. Non, sur la phase de poule, c'est clairement la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe. Et tu te dis, en fait, j'évite le Mali, le Nigeria dehors. L'Algérie, ton plus gros adversaire, entre guillemets, en tout cas, qui peut te poser des problèmes, ça va être le Burkina Faso en demi-finale. Parce que, bon, entre-temps, il y a le match contre la Guinée équatoriale, mais pour moi, une fois qu'on arrive en quart de finale, je me dis, en fait, comme tu disais tout à l'heure, les planètes, elles sont alignées. Je me dis, cette équipe, minimum, elle va aller en finale. Après, on verra contre qui. Après, je me dis, bon, peut-être Cameroun en finale, pays hôte. La VAR ne va pas marcher. Tu vois, bon, on ne sait jamais. Je rigole. Mais je me dis juste, voilà, en tout cas, ils vont aller en finale et après, advienne que pourra. Et c'est vraiment ça, quoi. Après ce match contre la Guinée équatoriale. Et là aussi, on voit vraiment que c'est peut-être, je dirais pas le match le plus abouti, mais dans le jeu, il y a enfin quelque chose qui se crée. Alors certes, il y a 3 buts, mais ce n'est pas des buts au hasard. En fait, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est souvent les derniers matchs où on voit le plus de jeux. Parce qu'il y a un vécu. Le groupe est là depuis 1 mois, ils s'entraînent ensemble, il y a des connexions qui se font. Parce qu'avant, c'est du one touch. Vous venez, vous vous regroupez le jeudi, vous jouez samedi et chacun retourne dans son club. Vous n'avez pas le temps de travailler. Il n'y a plus aujourd'hui une sélection nationale qui joue bien au football. L'une qui avait
essayé de bien jouer et qui a remporté l'Euro, c'est l'Italie. Et depuis là, elle ne va pas à la Coupe du Monde. Hein. Depuis, ça s'est affaissé tout seul. Les autres nations qui ont gagné ces dernières années en sélection, je dis bien, ce ne sont pas les équipes qui jouent au football. C'est souvent des équipes bien organisées qui connaissent leurs forces et leurs faiblesses et qui essaient de jouer en fonction de leurs forces. Le Sénégal connaît ses forces parce que quand même, ça fait 3 CAN d'affilée que l'équipe est là et c'est très rare. Parce que cette régularité te permet de connaître la compétition dans laquelle tu joues et comment faire pour la gagner. Aujourd'hui, vous parlez du Nigeria. Le Nigeria avait un fort potentiel, mais c'est des jeunes qui étaient là dans la Coupe du Monde U20 il y a 3-4 ans. Ce n'est pas une équipe qui a encore ce vécu dans cette compétition. Et quand elle est tombée sur une équipe malicieuse comme la Tunisie, elle sort en 8e de finale. Parce qu'elle n'a pas encore ce vécu de la Coupe d'Afrique des Nations. Et derrière, elle ne peut même pas enchaîner pour se qualifier à la Coupe du Monde. Donc le vécu, ça aide. Et le fait qu'on ait eu cette passion de laisser Aliou Cissé, je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui, il faut le dire, mais qu'on ait la passion, la patience plutôt de laisser sur le temps gérer ces 7 années, c'est ce qui a aussi contribué à ce succès sénégalais. Babacar, après on arrive donc à la Guinée équatoriale, ça se passe plutôt bien. Ensuite, il y a la demi, le pro. Mais la Guinée d'abord, il y a un détail qui n'échappe pas, c'est au fur et à mesure de la compétition, on récupère quand même des éléments importants. On en a récupéré les revenants de Covid à partir du 3e match. Diédhiou, le gardien. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Bamba Dieng. Et à partir du 8e de finale, on voit directement l'impact. Parce que même Kalidou, sur son 3e match, il était très en difficulté parce qu'il venait de reprendre après une semaine de Covid, etc. Il était très en difficulté, mais en 8e, on a vu qu'il avait vraiment repris sa forme. Edouard était directement opérationnel. Et puis Bamba Dieng, à partir du 8e de finale avec Famara, ils ont montré qu'ils pouvaient apporter un grand plus à cette équipe. Mais à partir du quart de finale, le véritable déclic, c'est clairement l'arrivée d'Ismaïla Sarr en fait. C'est comme une recrue qu'on n'avait pas du tout prévue pour la plupart. Parce que lui, quand il arrive, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avant son arrivée, etc. Alors qu'il avait pu avoir le temps, en tout cas, de faire une préparation qui pouvait lui permettre, en tout cas sur les 3 derniers matchs, puisqu'il n'était pas prévu, puisqu'il y avait beaucoup de trucs en termes de motivation et tout. Il apporte un grand plus à partir de ce match-là. Il entre en jeu et directement, il est décisif. Ouais. Donc, en termes de mental également et en termes de morale dans le groupe, tu vois que ça booste rapidement tout le monde en fait. Et c'est également un plus qui a permis également au groupe et à Aliou Cissé de se conforter sur les convictions qu'ils avaient au départ. Et à partir de là, comme dit Yoro, les planètes s'alignent, on évite les 2 autres gros qui sont en demi-finale puisqu'on tombe sur le Burkina, même si c'était une belle équipe, mais on évite quand même le pays organisateur et on évite l'Égypte qui est l'Égypte. Je vais d'ailleurs revenir sur cette histoire d'Ismaïla Sarr parce que depuis, j'en ai pas parlé. Parce que moi, j'avais tweeté qu'il ne va pas participer à la Coupe d'Afrique parce que j'avais parlé à des médecins de son club qui m'avaient dit qu'il ne pouvait pas jouer. Moi, j'avais tweeté. Après, il a pu revenir et aider le Sénégal à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Il fait une belle rentrée. Déjà, son premier ballon, je pense, il met le plat du pied pour le but. Après, il fait une passe D. Une passe décisive juste après, ouais, en plus. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait le néant sur le côté droit. Aliou a tout essayé. Hein. C'est Boulaïdia qui a débuté sur le... D'abord, qui était à Balda, ensuite il a mis Boulaïdia. Boulaïdia, parce que Boulaïdia, en réalité, c'est un avant-centre. Il dépannait. Il y a même un match où il était obligé de mettre les deux, de mettre Bamba. Il y a un match, il met Bouna Sarr et je ne sais plus quelqu'un d'autre devant. Ibrahima Mbaye derrière. Exactement, Ibrahima Mbaye, parce qu'il n'avait pas le choix. Le dernier tiers, c'est la vitesse et la percussion. Et ça, Ismaïla Sarr l'avait. Et c'était un facteur plus pour nous. Parce qu'il y avait le côté gauche qui fonctionnait à merveille, mais son pendant, le côté droit, ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Et on a eu... Bon, merci à Aliou Cissé, au staff, d'avoir déjà insisté, parce que pour moi, c'était mort. Hein.
quand je l'ai vu reprendre les entraînements, tout ça. Et puis, vous savez, des fois dans le football, ça se joue en rien. Moi, je suis sûr que cliniquement, il ne pouvait pas participer. Mais il avait cette volonté et cette envie de soulever cette Coupe d'Afrique des Nations pour son pays. Et ça peut défier toutes les lois de la nature et ça peut défier tous les grands médecins du monde. Il y avait des médecins qui n'y croyaient pas. Mais il y avait d'autres qui y croyaient et finalement, ça a marché. Pour dire, tout à l'heure, tu as dit que Sadio Mané était en mode mission. Mais pour avoir suivi le dossier Ismaël Sarr vraiment de très près, je peux également dire que lui également, il était en mode mission. C'est-à-dire, c'était le joueur qui se disait, en fait, quitte à ne jouer aucun match, je vais être avec l'équipe jusqu'à ce qu'on nous dise, bon, vous en avez fini, vous êtes éliminé, vous rentrez, je rentre avec eux. Ou bien vous allez au bout, je reste au bout avec eux. C'est clairement un joueur qui était, mais qui avait une motivation extraordinaire, en fait. Il aurait préféré, quitte à ne pas jouer, plutôt que de rester à Watford et de ne pas jouer, mais plutôt de rester sur le banc et de ne pas jouer et d'être avec l'équipe. C'est-à-dire qu'il était en mode on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est souvent un discours que les joueurs bassinent un peu partout, mais lui, dans les actes qu'il a posés avant ce tournoi, je pense que c'est clairement le type de joueur que les sélectionneurs adorent en fait. C'est le soldat avec lequel tu sais que tu peux partir en guerre. Et une fois qu'il a intériorisé tout ça, il avait assez de perspectives sur comment allait se dérouler sa préparation. Dès le mois de janvier, dès le début du mois de janvier, c'était clair que dans son programme, ce qui était défini, c'est qu'il vient, il entre en jeu à partir de, il disait même qu'il pourrait entrer en jeu à partir des 8e, mais que son objectif c'était de pouvoir être titulaire à partir des demi-finales. Donc c'était planifié en fait dans son plan de préparation. Et moi j'étais persuadé que même si on le libérait pour qu'il retourne à Watford, on allait se retrouver dans une situation où, c'est ce qui est arrivé à je crois, Mbaye Niang à un moment donné, on allait se retrouver dans une situation où le Sénégal joue peut-être en 8e et en quart de finale ou en demi-finale, et lui il se remet à jouer avec Watford. Ouais, là, ça aurait été problématique. Et ça aurait posé vraiment un problème, et ça aurait pu se retourner contre lui en réalité, si ce choix avait été entériné dès le début, parce que c'est ce qui est arrivé, je pense, à un moment donné, je crois que c'était Diafra Sakho, justement, c'était plutôt Diafra Sakho. Avec West Ham. Avec West Ham. Même après, il avait été suspendu. Voilà, et ça allait être une pilule qui allait difficilement passer en fait. Et puisque lui, le principal concerné, il faut dire que la décision venait surtout de lui en fait. On lui a laissé la possibilité parce que oui, il était blessé à un moment donné, etc. Il y avait un gros point d'interrogation, il y avait des doutes. Mais c'est sa motivation qui a fait que le staff technique et le staff médical ont dit donc on va sur ta décision, bien entendu, en accord avec le médecin qui te suit à Barcelone et le médecin de ton club. Donc à ce niveau-là, c'est clairement un autre joueur qui était vraiment en mode mission. Après, c'est vrai que c'est fou quand même, parce que tout à l'heure, Yoro, tu disais il y a l'état d'esprit de Sadio Mané. Quand tu vois un joueur comme ça qui va un petit peu bras de fer contre son club, qui va se faire soigner à Barcelone, qui rejoint la sélection. Moi, perso, quand je l'ai vu prendre l'avion avec le groupe pour aller au Cameroun, je me suis dit, c'est bon. Je me suis dit, lui, que ça aille au bout, que ça n'aille pas au bout, il ne va pas remettre des pieds à Watford. Et en fait, après, on a vu aussi même le discours d'Abdou Diallo, c'est après la demi-finale, je crois. Et en fait, je me dis, il y avait tellement de choses positives au niveau mental qu'en fait, ce groupe-là, il était blindé en fait. Il pouvait résister à tout, malgré les critiques, le jeu pas beau, l'adversité, machin, tout, le Covid et autres. Ils avaient une bulle et mentalement, ils étaient blindés. Vous avez vu Abdou Diallo prendre la parole dans le vestiaire. Écoutez les gars, il ne faut pas écouter. Ce sont les mêmes qui disaient qu'on faisait du yoga Moshito. Ce sont les mêmes qui viennent aujourd'hui nous dire que nous sommes favoris. Il ne faut pas écouter ce que la presse dit. Abdou Diallo, c'est un binational. Il y a quelques années, le problème du Sénégal, je vous dis, les planètes étaient alignées parce que le gros problème de cette sélection du Sénégal, il y a 10-15 ans, parce que moi, depuis 20 ans, je suis dans le métier, depuis 20 ans, je voyage avec elle, c'était les binationaux. On avait une équipe, 2 groupes. Il y avait les binationaux et les joueurs qui sont nés au Sénégal, formés au Sénégal, et ils ne s'entendaient pas. C'est ça la réalité. Mais cette fois-ci, depuis quelques années, Aliou Cissé est parvenu à pacifier le vestiaire.
Ce n'était pas évident du tout parce que c'est un club, c'est une équipe, mais il y avait deux groupes. Il y avait les binationaux d'un côté, il y avait les autres, ils ne s'entendaient pas, il y avait des clans, etc. Lui, Aliou Cissé, qui est né au Sénégal, qui a grandi au Sénégal comme moi, comme lui, il connaît le pays. Il a aussi la nationalité française, il a vécu ici dans les cités, machin. Il connaît la mentalité des jeunes de cité ici, ceux qui sont devenus par la suite des professionnels. Donc, il arrivait à fédérer les deux esprits pour en faire une équipe. Et ça, franchement, il y avait quelques brebis galeuses qu'il a essayé de dégager parce que ça avait une influence négative dans ce groupe. Il a réussi à pacifier la tanière et puis on a gagné. Parce que moi, je peux vous dire, il y a quelques années, il y avait une sorte de guerre entre les binationaux et les joueurs formés au pays. Pour eux, pour certains, ouais, ils n'aiment pas le pays, pour d'autres, machin, oui, etc. C'était mal organisé. Nous, on vient d'un pays où tout est carré, tout est réglé, on vient ici. Bon, ils n'avaient pas tort. Parce qu'avant aussi, il y avait une sorte de bordel dans la sélection, il faut le dire. Et Aliou Cissé, lui, a réussi à fédérer et a réussi à pacifier parce qu'il a les deux casquettes. Et il connaît les deux états d'esprit. C'est vrai, d'ailleurs, on peut parler d'Aliou Cissé qui a été beaucoup critiqué pour le style de jeu. Il l'est encore et je pense qu'il le sera encore parce que, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis plutôt d'accord avec toi, Yoro. Actuellement, voir une équipe nationale qui joue bien au football, c'est très rare. C'est très rare et je pense qu'il faut peut-être se faire une raison et se dire... après, bon, il y a une différence entre jouer un beau football... Et le néant. Et le néant. Il y a un juste milieu. Mais Aliou Cissé, quand même, on a senti que pendant cette CAN, il a cherché. Il a cherché des solutions. Il n'a pas été aidé aussi parce qu'il y a eu des absences, le Covid, tout ça. Mais on sent qu'il a cherché, il a été, peut-être pas perpétuellement, mais en tout cas dans une espèce de questionnement pour trouver les bonnes formules. Je pense que sur le plan de sa personnalité également, il a dû faire beaucoup de concessions. Parce qu'Aliou, c'est quelqu'un... il n'est pas rigoureux, il est rigide. Voilà, il est rigide. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Qui souvent cherche à imposer sa conviction. Au début de sa carrière sur le banc, ça pouvait aller au clash avec les anciens. Rapidement, il les a écartés parce que ça allait être ingérable pour lui. C'est les Dembaba, c'est les Damdoy, c'est les Papi Cissé, c'est les Djilabodji. Mais c'est de fortes têtes en fait qui ont été tous écartés. Et il démarre l'aventure avec des joueurs qu'il a vu grandir. C'est le noyau dur de l'équipe qui était à Londres en 2012. Donc c'est des joueurs sur qui il avait un peu un certain ascendant très, très fort. Mais ce qui se passe, c'est que plus on avançait, plus ces joueurs-là également grandissaient et se décomplexaient et peut-être que le rapport également commençait à devenir même tendu vis-à-vis de certains de ces cadres. Comme Sadio Mané, ils sont restés... Les Sadio Mané, les Idrissa Gana Gueye, c'était des joueurs qui également ont eu une forte personnalité en grandissant et qui étaient capables de lui dire « Attends, non, je ne suis pas d'accord, tu fais pas ça de la bonne façon, voici mon idée, etc. » Mais naturellement, il y a eu quelques clashs. Non, plusieurs d'ailleurs avec Sadio Mané. Hein. Sadio Mané, ils sont restés des mois sans se parler. Mais c'était des clashs non pas qui étaient portés sur les égos des joueurs, c'est-à-dire les Sadio, les Ghana, etc. Ils ne se laissaient pas marcher sur les pieds, ils donnaient un peu le truc, mais ce qui était bien, c'est que ce n'étaient pas des joueurs qui réclamaient des choses pour eux-mêmes. Il y a eu des cadres qui se disaient, moi je m'en fous du brassard en fait. Personnellement, je m'en fous du brassard, mais il faut définir clairement les choses pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, etc. etc. Donc à ce niveau-là, c'est plus facile d'aller au clash avec quelqu'un qui ne réclame pas quelque chose pour lui, mais qui réclame pour le groupe, qui réclame plus de lisibilité, qui réclame plus de compréhension, qui réclame, etc. etc. Et à ce niveau-là, une fois c'est clair, c'est plus facile d'aller en guerre ensemble, on va dire. Et après tous ces clashs qu'il y a eu avec certains de ces cadres-là, c'était devenu plus facile parce que une fois que c'est clair, qu'on s'entend sur les points sur lesquels on peut s'entendre, après c'est toi le sélectionneur, c'est toi qui prends la dernière décision, mais voici notre avis, voici comment on pense que ça doit se passer, voici comment on pense que ça doit se passer, etc. Et de l'autre côté également, du côté des autres joueurs qui ont rejoint également le groupe par la suite, c'est les Kalidou Koulibaly, c'est les Abdou Diallo, c'est également des fortes têtes. Mais c'est également de grands leaders également qui sont capables un peu de s'intégrer sans forcément avoir un peu l'état que certains joueurs qui ont à peu près
leur profil, leur vécu, leur statut de binational qui est parfois difficile à manager par rapport à d'autres joueurs qui ont un vécu et un parcours différent. Ils ont eu cette intelligence-là de s'intégrer plus facilement dans l'esprit du groupe mais d'être international sénégalais à part entière et de se voir comme n'importe quel joueur, mais comme leader, et ça a tiré plus facilement ensemble vers le haut, parce que tu as le discours de Abdou Diallo qui a intégré l'équipe mais il y a très récemment, et qui facilement a pu avoir de la place pour avoir une voix qui porte, parce qu'il a un discours également très intelligent. C'est un gamin qui est très bien structuré, et donc c'est plus facile à partir de là, de sa position de sélectionneur pour Aliou, c'est plus facile à partir de là de faire des concessions, parce qu'il sait qu'il fait des concessions pour des joueurs qui ne sont pas égoïstes en fait, et il a commencé à déléguer certaines tâches dans le vestiaire. Il a commencé à comprendre que peut-être lui, en tant que sélectionneur, il ne peut pas tout faire, parce que même en étant le chef du groupe, en quelque sorte, tu ne fais pas partie du groupe, tu es entraîneur. Les joueurs, ils ont parfois besoin d'avoir leur petit cocon, et une fois que tu fais ces concessions-là, derrière, c'est plus facile d'être encore plus exigeant sur certains aspects, sur certains points de discipline, etc. Et pour les autres jeunes qui arrivaient également, c'était des jeunes comme Bamba Dieng et autres, c'était des jeunes qui étaient contents d'être là et qui avaient un peu cette insouciance-là de savoir que ils auraient pu ne pas être là, ça ne serait pas un scandale, mais puisqu'ils sont là, ils vont en profiter à fond, et ça a pu être déterminant. C'est vrai qu'avant, souvent on disait qu'il y avait pas une crise, mais une absence de leadership dans cette équipe du Sénégal, que ce soit sur le terrain, au niveau technique, mais aussi, on va dire, l'aspect comportemental. Et là, on sentait en fait qu'il y avait vraiment des têtes qui se dégageaient. Il y avait bon, forcément Sadio Mané, leader technique et leader naturel, mais même un Koulibaly, Abdou Diallo, même Edouard Mendy aussi à sa façon. Nampalys aussi, qui est venu tout de suite, on va dire, quand même régler énormément de solutions au milieu de terrain. Tout ça a facilité forcément le travail d'Aliou Cissé. Et voilà, l'équipe est montée en puissance, elle passe les tours, et puis elle arrive en finale. Et puis là, on se dit, ben voilà, on nous revoilà dans le même scénario qu'il y a 2 ans, bon, avec décalage 2 ans et demi par rapport à 2019. Il y a ce match contre l'Égypte, qui a joué quasiment un match de plus, même pas quasiment, c'est un match de plus, avec des adversaires beaucoup plus relevés, donc qui a vraiment dû batailler. Sur le papier, beaucoup voient le Sénégal gagner, mais ça a été compliqué. Hein. En fait, l'Égypte a fait de l'Égypte. En fait. Nous, on aurait pu tuer le match avec ces occasions de Bamba Dieng. Le penalty aussi. Penalty en tout début de match. Sur une faute sur Saliou Ciss qui pour moi avait été exceptionnelle dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne le dit pas assez, mais bon, sur cette CAN, moi qui le taille souvent sur les réseaux sociaux, il a été énorme. Et d'ailleurs, c'est fou quand même le niveau aussi qu'on va c'est une parenthèse, mais entre le Saliou Ciss de Nancy, qui même en fin de saison ne jouait plus après son retour, et le Saliou Ciss de la sélection, c'était, on dirait, mais 2 joueurs totalement différents. C'est souvent une sorte d'engrenage. Quand il y a des gens qui vous tirent vers le haut, et quand vous sentez qu'il y a ce goût de la victoire finale, c'est comme si vous êtes dans un village. La saison des pluies, quand elle approche, il y a ce vent qui l'annonce. On le sent. Et les vieux, ils disent souvent, dans 2-3 jours, il va pleuvoir. Mais c'est comme ça. Quand on est footballeur de haut niveau, même s'il joue en Ligue 2, on sent les choses. Et quand tu sens les choses, tu joues beaucoup plus libéré. Et depuis quand on n'a pas vu Saliou Ciss faire ses montées de balles depuis les Jeux Olympiques? Moi, je n'ai pas vu jouer comme ça. Et sur ce côté, il y avait Souaré, lui, qui débordait tout le temps. Mais là, il était mis en confiance et il sentait que ça va venir. Et peut-être aussi que dans le groupe, certains ont dû le prendre en aparté et lui dire « Écoute, jeune homme, cette place est à toi. Ballo Touré, il ne joue pas. Ben donc, vas-y, prends-la, saisis ta chance et nous, on va jouer pour toi. » D'ailleurs, le circuit préférentiel de cette équipe du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était Kalidou Koulibaly, comme il était, pour une fois, durant ce tournoi, sur le côté droit, il jouait tout le temps sur le côté gauche. Ça a aidé à Saliou Ciss de s'épanouir, et comme sur ce même côté, il y avait un certain Sadio Mané qui dézonnait souvent, il avait le champ libre. Et ça a été une des forces du Sénégal.
Quand vous voyez, lors de notre double confrontation face à l'Égypte pour les barrages de la Coupe du Monde, ils ont essayé de bloquer ce côté-là en mettant El Nani sur le côté pour empêcher à Salou Ciss de monter. Mais c'est vrai que l'Égypte a fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire attendre, bloc bas, défendre. Parce que les gens, ils ont cru à un moment que cette équipe va s'affaiblir. Mais ils oublient. J'ai eu la chance de regarder Zamalek Ahly, mais les joueurs égyptiens, mentalement, ils sont très forts. Ils sont en béton. Ah mais non, non, Ils sont en non. béton. Moi, à l'époque, les finales, c'était en aller-retour. Mais ces jours-là, ils ont l'habitude de jouer devant 120 000 places. Et ça n'émeut personne là-bas. Parce que mentalement, ils sont programmés. Vous venez dans une compétition, vous perdez votre gardien numéro 1, vous perdez votre gardien numéro 2. Le gardien numéro 3, il n'est même pas titulaire dans son club. Il vous sort ce qu'il vous sort dans ce tournoi. Vous dites, mais... Même il perd Hegazi également en cours de tournoi, alors que c'est le patron de la défense. Ouais. De la défense. Cette équipe, elle a fait de... Nous, moi, je crois que ce penalty, quand on le rate, après les occasions de Bambadien, je me souviens de sa belle tête décroisée que le gardien va chercher. Famara aussi, il en rate une. Ouais, Famara, je dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de laisser notre chance filer? On vient au tir au but, on rate les premiers. Tu te dis, waouh, est-ce qu'on ne va pas vivre le syndrome de 2002? Sadio Mané qui prend le ballon à la fin, il s'élance, tu te dis, il a raté un dans le match. Qu'est-ce qu'il va me faire là? J'étais dans les locaux de RFI, je dis, waouh. J'étais avec Ismaïla Traoré, justement. Il me dit, il la met ou il la met pas? Je dis, je ne sais pas. On retient notre souffle. Et il s'élance, je dis, mais quand il la met au fond, j'ai crié, parce que pour moi, c'était sportivement le plus beau jour de ma vie. Ouais. Franchement. Parce que ce n'est pas un penalty bien tiré techniquement, hein, mais on peut tout dire. Mais l'abnégation, la hargne, l'envie et le cœur y étaient. Ouais. Moi, tu sais, ce que je trouve beau dans ça, c'est qu'en 2017, c'est lui qui rate le tir au but qui élimine contre le Cameroun. En 2019, il en rate 2. Finale 2021, 7 minutes de jeu, 8 minutes de jeu, il rate. Et là, il doit reprendre ses responsabilités parce que c'est le dernier tirage. Si il marque, premier titre de champion d'Afrique. C'est-à-dire que tu apportes à ta nation ce qu'elle attend depuis des années. Si tu rates, on va dire encore toi. Dire la responsabilité, elle est tellement énorme, je trouve ça fou. Mais honnêtement, moi, à partir du moment où Mendy il fait le stop sur le 4e penalty égyptien et que je vois Sadio prendre la balle, je me dis on est champion d'Afrique. Je te jure, hein, j'ai commencé à jubiler parce que je me dis il ne va pas rater 2 fois. Je ne sais pas comment il va s'arranger, mais il ne va pas rater 2 fois. Je ne sais pas toi comment tu l'as senti depuis le stade, mais moi j'étais serein. Moi du stade, déjà moi à partir des demi-finales, j'étais persuadé que, enfin, il n'y a rien qui pouvait nous arriver en fait. On ne peut pas être éternellement malheureux en fait. J'étais persuadé que voilà, on allait la gagner. Quand on est allé à la fin des prolongations, j'ai vu dans la tribune presse, dans la tribune des supporters, mais beaucoup de gens pleuraient, certains étaient carrément persuadés que c'était fini, on allait perdre encore. Moi, je dis, personnellement, je ne sais pas c'était quoi ce flair-là, mais on ne pouvait pas perdre. Je ne sais pas comment on allait s'arranger, mais on ne pouvait pas perdre. Même si on allait au tirage au sort, le Sénégal gagne. Alors, ce que je regarde dans la série des tirs au but, c'est vrai, on rate les premiers, mais Mendy nous remet un peu dans la course. Après, l'autre, bien sûr, il y a quelqu'un qui a raté, qui a mis, je crois, sur la barre ou dehors. Mais le premier détail que je remarque, c'est quand Abdou Diallo va tirer, il revient, il trouve que Sadio était vraiment totalement à l'écart du groupe. Moi, je regarde Sadio, j'ai peur en fait. Je me dis, mais Sadio, je ne le sens pas. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui, mentalement, il a dû en prendre beaucoup après les épisodes que tu as soulignés. Je me souviens même en 2019, à la veille du match où il rate le premier penalty.
je l'ai vu en séance d'entraînement, il avait essayé au moins 5 tirs face à Alfred Gomis en 5 ou 6 tirs, mais il a raté les 5 sur les 6. Je dis à des amis, mais je n'arrive pas à comprendre comment Sadio Mané en fait peut prendre nos pénaltys, parce que même en séance d'entraînement où tu es plus léger, où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de public, tu en rates autant, ça ne me rassure pas. Donc depuis lors, j'avais ça en tête, et c'était en 2019 en Égypte. Donc quand je le vois un peu à l'écart, moi je me dis, aïe, le gars peut-être qu'il a trop de pression sur lui, et ça c'est pas bon en fait, parce que quoi qu'il en soit, il aura un moment où il devra tirer. Est-ce qu'il doit prendre le dernier tir? J'ai vraiment peur, mais pas pour l'équipe. Je me dis, c'est pas grave, on a déjà perdu des finales, c'est pas la fin du monde, mais pour un gamin que j'ai vu grandir dans cette équipe-là, qui a tellement fait un don de soi extrême, s'il rate. J'avais plus pitié de lui que du Sénégal en réalité. Je me dis, en fait, ça allait être... comment il allait... S'il rate, comment il allait se relever de ce coup? Surtout qu'il a raté encore un penalty en match. S'il rate un penalty en tir au but, on va dire, attends, tu aurais pu nous faire gagner pendant le match, etc. Donc, mentalement, ça allait être très compliqué pour lui. J'ai vraiment eu peur pour lui. Je pense que j'ai dû même rater le gars qui a tiré après Abdou Diallo, parce que j'étais totalement focus en fait sur le truc. Et le truc que je vois, c'est qu'Abdou va vers Sadio, il le prend par la main, il le ramène dans le groupe. Après, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais... Je crois que c'est Abdelmonem qui rate derrière. Ouais, et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais quand il l'a ramené dans le groupe, moi qui étais en tribune, j'étais soulagé. Je me dis, en fait, lui, il ne doit pas être à l'écart. Parce que tu es à l'écart, tu as 1000 pensées derrière. C'est là que tu as les pensées négatives qui reviennent. Ouais. Et puis, tu as le gardien qui a son anti-sèche là, qui va sur tous les bons coups. Enfin, il est partout sur le bon... il va tout le temps sur le bon côté. Et quand Abdou Diallo le remet, moi, je suis soulagé. C'est comme si j'étais au cœur du groupe. Après, avant que Sadio ne tire, ils ont fait un petit cercle, je ne sais pas. Bon, après, ils disent qu'ils lui ont dit en fait que tu tires pour nous, tu vas marquer. En fait, ils l'ont renforcé en réalité. Et à partir de ce moment-là, tu te dis en fait, c'est peut-être ça. Oui, Sadio a fait ce qu'il fallait faire, il a marqué, mais c'est un groupe qui l'a porté. Ils lui ont montré qu'en fait, on est venu jusqu'ici ensemble, et grâce à ta grande contribution, il n'y a pas de quoi prendre les choses plus que ça n'est. Va tirer ton penalty de façon légère. Et c'est de ça dont on a besoin quand on est dans une telle situation, parce qu'il y a un stress qui est extraordinaire, il y a toute l'émotion autour. Quand tu marches pour aller au point de penalty, je pense que c'est le chemin le plus long que tu peux marcher, que tu peux emprunter. Et ces petits détails-là qui ont été faits d'abord par l'initiative part d'une personne, c'est une initiative individuelle à la base, Abdou Diallo, mais également c'est une initiative collective, tout le groupe qui vient, qui fait un cercle. Bon, après, si tu rates, on va dire oui, c'était du cinéma, etc. Mais c'est clairement quelque chose qui, pour moi, lui a ôté quand même un très grand poids des épaules. Et quand il vient, il ne tire pas peut-être le meilleur penalty sur le plan technique. Pour moi, le seul qui a tiré un penalty vraiment excellent, c'est Bamba Dieng en réalité. Et c'est un gamin également qui est incroyable à ce jeu en termes de courage, etc. Je l'ai vu en quart de finale quand on a sifflé un penalty, je crois, contre Cheikh Kouyaté, qui a été par la suite annulé. Il va trouver le ballon dans les mains de Sadio Mané. Il prend le ballon dans ses mains, il va au point de pénalty. C'était face au Burkina. Face au Burkina, mais tout le monde s'est dit, mais comment, attends, qu'est-ce qu'il veut faire là? Tu viens d'arriver, tu n'as même pas encore 20 matchs au plus haut niveau. Et tu prends le ballon à Sadio Mané. Mais tu prends le ballon de Sadio Mané pour un pénalty en demi-finale de Coupe d'Afrique. Il faut avoir les épaules assez larges et solides pour le faire. Et comme c'était un joueur qui, à la base, n'était peut-être pas prévu dans les plans des Égyptiens, dans leurs antisèches, ils n'avaient pas Bamba Dieng en réalité. C'est vrai. D'ailleurs, c'est le seul penalty où Gabaski part du mauvais côté. Ouais. Parce que tous les autres, ils n'avaient aucune information sur le gamin, parce que le gamin, jusque-là, n'avait tiré aucun penalty, ni à Marseille, ni en sélection. Il vient à peine de... même dans le jeu, il n'a pas beaucoup de matchs qui peuvent permettre peut-être aux meilleurs spécialistes de penalty de se dire, bon, a priori, il va tirer de ce côté ou de ce côté-là. Je pense que sur leur calcul, les Égyptiens étaient sur une base de peut-être Bamba Dieng qui démarre le match, et Ismaïla Sarr qui termine le match et qui tire. Donc le fait que Ismaïla Sarr démarre et sorte, ça a peut-être au moins changé peut-être le plan. Et que c'était peut-être même pour ceux qui étaient restés, c'était plus logique d'avoir un Gana Gueye par exemple qui allait tirer.
Mais puisque c'est Bamba qui va tirer, ça change un peu les plans. Et c'est lui qui tire le penalty vraiment parfait sur les tireurs sénégalais. Et Sadio, pour moi, il a mis plus de cœur que de technique dans ce tir-là. Et il a été vraiment porté par tout un groupe. Et comme on dit, les planètes étaient vraiment alignées pour se répéter. En plus, c'est pas mal pour la symbolique. Il a commencé cette CAN par ce penalty à la dernière minute. Il le boucle par un penalty, voilà, salvateur, et puis on va laisser peser. Du même côté. Du même côté, en plus, c'est vrai. Même celui qui nous qualifie à la Coupe du Monde. En parlant d'anti-sèche, pour moi, le premier penalty qu'il rate dans le match le sauve quelque part. Parce que s'il n'avait pas le penalty dans le match, je pense que peut-être parce que Gabaski, il part du bon côté, mais il a un temps de retard. Ouais. Pour moi, enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a un livre qui m'a marqué, c'est celui de Ben Littleton quand il parle de le livre qui raconte un peu toute l'histoire des penalties, etc. Mais pour moi, ce qui fait qu'il a un temps de retard, c'est que sur le premier penalty, il se base sur l'anti-chest, donc il y va directement, il n'a pas de temps de retard. Mais quand il revient avec le même tireur, tu es un peu dans l'hésitation. Est-ce qu'il va changer de côté? Est-ce qu'il va changer de côté puisqu'il a déjà raté sur ce truc? Est-ce qu'il va rester sur le même côté? Donc le temps de réflexion là lui fait perdre peut-être quelques fractions de seconde. Et c'est ça qui peut-être fait la différence. Mais et il y a la hauteur aussi. Parce que quand tu tires en mi-hauteur comme sur le premier penalty, c'est bon pour les gardiens. C'est bon pour les gardiens. Mais le deuxième, là où il l'a mis, au ras du poteau, c'est très compliqué. Difficile d'aller en parlant regardez ce qui s'est passé lors de la dernière finale entre Liverpool et Chelsea. Pour jouer justement à ce jeu de ruse et de dupe, il a voulu changer de côté. Mais Edouard Mendy l'attendait justement là-bas. Parce qu'il savait que le mec, lui, il tire tout le temps sur le côté droit du gardien. Mais Edouard Mendy dit, mais comme je le connais, aujourd'hui il va changer. Et justement, il a changé. Et quand il a changé, Edouard Mendy a... Et ça me fait penser après coup que peut-être si Sadio Mané n'avait pas eu ce penalty en cours de match, peut-être que c'est le dernier penalty peut-être qu'il aurait raté. Ouais, c'est vrai. Sadio, les penalties, quand même, c'est une histoire... Non, c'est pas un bon tireur. Mais après, il essaie parce que malheureusement, le football fait qu'à un moment donné, tu arrives sur une situation où c'est ça qui va te débloquer un match ou alors peut-être t'apporter un titre. C'est l'histoire du football. Parce que quand tu es un grand joueur, tu es obligé de les tirer parce que la pression, elle doit reposer sur tes épaules. Donc lui, il est obligé de nous tirer nos pénalités. En plus, c'est notre leader, pas du vestiaire, mais c'est notre leader technique. Et dans toutes les sélections du monde, c'est les leaders techniques qui assurent les tirs au but. Lui n'est pas un bon tireur, mais je crois qu'il a essayé de travailler ce coup de pied fermé et puissant. Sauf que, comme disait Carlo Ancelotti, il n'entraîne pas ses joueurs au tir au but parce qu'il ne peut pas avoir la même pression comme si c'était dans un match officiel. Donc le fait de tirer, s'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas tout ce cérémonial d'un match de haut niveau, ben souvent tu tires décontracté aux entraînements. Mais quand tu arrives à un match officiel, et comme lui, il ne peut pas créer cet environnement et cette atmosphère de pression, de machin, il dit que lui, dans tous les clubs où il est passé, il ne travaille pas les tirs au but. Mais Sadio Mané, il a fait une sortie en 2019, elle est intéressante. Après avoir raté 2 pénaltys dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il avait dit « Je ne vais plus tirer les pénaltys, je vais faire une petite pause, j'irai en club et je vais travailler. Ouais. Et je vais travailler à les tirer. » Et quand on voit, bon, peut-être qu'il n'aura pas la technique de Neymar qui va fixer le gardien jusqu'au dernier moment pour mettre un plat du pied ou celle de Ronaldinho, mais lui se dit « Écoutez, tout le monde sait que je vais frapper sur le côté droit, mais je vais frapper tellement fort que le gardien, même s'il anticipe, il n'aura pas le temps d'arriver avant le ballon. » Zlatan le faisait d'ailleurs. Tout le monde savait parce qu'il frappait, il frappait tellement fort que ça va au fond. Exactement. C'est une manière de tirer aussi. C'est une manière. Donc, il n'y a pas une seule manière universelle de frapper un penalty. Justement, pour revenir sur cet aspect que tu soulignes en 2019, quand il rate le deuxième penalty en zone mixte, Ghana lui dit toi, attention, tu ne tireras plus nos penaltys. Il dit non, attends, moi sérieusement, je fais une pause, je vais aller apprendre. Ça, c'est fini, je ne prends plus. Ghana lui dit non, attends, toi, c'est fini, tu ne touches plus nos penaltys. Et effectivement, c'est un joueur qui, durant tout son cursus, a progressé sur beaucoup de points. C'est-à-dire, tu vois, le Sadio de Metz et le Sadio de Red Bull Salzbourg la première saison,
tu sais qu'il a progressé d'un point de vue sur le plan technique, il a progressé également devant le but. De la première année à la dernière année à Salzbourg, tu vois que sa progression, elle est toujours croissante en fait. D'une saison à l'autre, tu vois qu'il évolue sur son jeu de tête, sur son positionnement par rapport à la dernière ligne de hors-jeu, sur ses changements de direction. Ensuite, tu le vois progresser également sur son positionnement, soit à gauche, soit à droite ou à gauche. C'est un joueur qui, tu sens en fait, le travail supplémentaire qui est fait d'une saison à une autre. Et même en début de sa carrière, ce qu'on voyait, c'est que peut-être il avait beaucoup de talent, beaucoup de persécution, mais que ce n'était pas un buteur fou. Il était un peu brouillon. Dernière année à Liverpool, quand il y a eu un peu Salah qui est là, qui est une machine à but, et tu te dis, oui, Salah va mettre... Ils finissent comme meilleur buteur du championnat d'ailleurs, avec Aubameyang il y a une justement, saison. il y a l'avant-dernière saison. 2019, oui, c'est ça. Et à partir de là, tu vois, devant le but, il est devenu de plus en plus tueur. Il finit rapidement ses saisons à une trentaine de buts, alors qu'à la base, ce n'était pas un buteur né. C'est-à-dire, sur chaque point, tu vois la progression constante de Sadio. Et tu vois en fait que c'est quelque chose qui est le fruit d'un travail individuel en fait, en plus de ce qui est fait à l'entraînement, et ça fait la différence. Physiquement également, c'est quelqu'un qui est toujours solide, qui finit toujours très fort, et sur ces aspects-là où il y avait un peu de manque également, c'était peut-être sur le plan mental, et également sur cet aspect de série de tir au but, on voit nettement qu'il y a eu du travail qui a été fait entre 2019 et 2021, la preuve. Jusqu'en 2019, je suis persuadé que Sadio ne fait pas partie des 7 tireurs de Liverpool. Là récemment on a vu qu'au moins il prend le dernier tir contre Chelsea en finale. Après même s'il rate derrière, mais ça montre également quelque part qu'il y a une très grosse progression qui est faite. Même le raté, il y a une explication. Klopp dit il a raté à cause de moi parce que je lui ai dit il doit changer. Parce que le gardien te connaît bien. Exactement. Mais là où il a le plus progressé, ce sont dans ses appels de balle. Parce que moi j'adore la tactique. Moi quand je regarde le foot, je ne regarde pas comme les autres. Regardez comment Sadio Mané fait des appels de l'extérieur vers l'intérieur. Ah, ça, c'est exceptionnel. Pour moi, quand tu arrives à répéter ces appels de ballon de l'extérieur vers l'intérieur, tu es devenu un joueur de classe mondiale. Vous allez voir Ruiz Diaz, qui est à Liverpool. Ses appels de balle seront de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'il va appeler le ballon sur le côté. C'est ce que Sadio Mané faisait il y a 4, 5, 6 ans. Mais avec la bouteille, avec la maturité, et comme c'est un garçon qui est en progression sur tous les plans, désormais, regardez tous les matchs de Liverpool, il va être de l'extérieur, mais ses appels de balle, c'est pour l'intérieur, c'est pour finir, en fait, c'est pour être clinique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu son repositionnement aussi, ça aide. Ça aide, parce que Klopp a dit, mais ce garçon, c'est comme tu as tout de suite parlé de Zlatan Ibrahimovic, le conseil qu'il avait donné à Mbappé. Tu joues sur le côté, recentre-toi, tu es un attaquant, tu seras jugé comme moi. À mes débuts, je ne marquais pas beaucoup de buts, mais j'ai rencontré un certain Lippi qui m'a dit il faut que tu acceptes de marcher sur des braises, il faut que tu acceptes de te faire mal, et il faut que tu sois un tueur, et un tueur, il doit être attiré par le sang. Et Sadio Mané, il est de plus en plus attiré par le but et il est devenu un joueur de classe mondiale. C'est des statistiques qui parlent à un moment donné. Il faut. Déjà, aujourd'hui, en Première Ligue, il plante quand même 16 buts. Ce n'est pas rien. Sans penalty. Sans penalty. Il a marqué combien de buts à la Coupe d'Afrique? 3. C'est le meilleur buteur sénégalais dans ce tournoi. En Ligue des Champions, il les marque aussi. En Cup, etc. C'est devenu un joueur de classe mondiale et qui sait tout faire. Pour certains, il a quoi? Il fait 1m80, 82, il n'est pas grand. Mais je peux vous assurer qu'il a une détente et un timing. Le timing, moi, parfait. Ah oui, c'est parfait. Parce que ça ne se voit pas. Parce que je vis pas avec lui au quotidien, mais je suis sûr que ça doit être une bête de travail. C'est-à-dire le travail invisible qu'on a évoqué juste avant l'émission, que les joueurs doivent faire, cette récupération, ce travail, ce rap qu'il faut faire. L'alimentation aussi. L'alimentation. J'ai suivi il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux une vidéo de Konaté qui disait même du jus, il ne boit pas le petit. Vous avez un peu? J'ai une anecdote par rapport à ça.
En 2018, avant qu'on aille à la Coupe du Monde, on joue un match amical au Luxembourg. Il vient justement le jour du match, avant le match contre la Croatie. Je crois qu'il a... Justement, c'était parce qu'il y avait la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on discute comme ça, je le taquine. Je lui touche la cuisse, je lui dis « Waouh, c'est un bloc de pierre ou quoi ?» Il me dit « Boy, ça, c'est des années d'entraînement en fait. » Je lui dis « Mais ça doit être dur d'être comme ça en fin de saison et puis d'aller enchaîner sur une Coupe du Monde. » Il me dit « Non, en réalité, la partie la plus dure pour moi, c'est je pense janvier, février, peut-être décembre, janvier. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que, en fait, lui, il s'astreint une préparation supplémentaire. C'est vrai qu'il y a une grosse préparation qui est faite juste avant la saison. C'est le foncier. Qui est très difficile. Mais lui, il se dit en fait que ça ne suffit pas. En décembre, janvier, quand on est sur la Boxing Day, quand les muscles commencent à être tendus, quand mentalement et physiquement, ça commence à être très dur, il s'astreint une nouvelle préparation individuelle supplémentaire qui va être très difficile et très éprouvante parce qu'il n'y a pas de break, parce que c'est en pleine saison et tout, mais qui va lui permettre de finir très fort. Et il me dit, en fait, cette période-là, elle est très difficile parce que tu es sur, mais vraiment du sacrifice, en fait. Et c'est vrai que c'est très pénible de finir la saison quand tu joues plus de 50 matchs, etc. Mais tu as une préparation qui est tellement bonne et qui te permet de finir et que là, sur la fin, ça va, je ne ressens pas trop ce que je ressentais en fait sur cette période-là. Et ce n'est pas un sacrifice que tous les joueurs sont prêts à consentir, surtout quand tu as déjà ce niveau-là, que tu as commencé à gagner quelque chose. Souvent, tu peux te contenter de ce que tu as et ça aurait suffi pour faire une belle carrière en fait. Ouais. Mais c'est ça qui fait, ce petit plus-là, qui fait la différence pour passer d'une belle carrière à une carrière extraordinaire où tu alignes les Ligues des Champions, où tu alignes 2 finales de Cannes, où tu alignes 2 participations de Coupe du Monde alors que ton pays en 60 ans n'en avait participé qu'à une seule reprise, etc. Ce sont ces petits détails-là qui font le joueur de classe mondiale qu'il est actuellement, tout simplement, qui te permet d'être un candidat sérieux à un ballon d'or, qui te permet d'être vraiment au banquet des plus gros talents. Et par rapport à ces statistiques, ce qui est fou, c'est qu'un peu comme Benzema d'ailleurs, ce n'est pas un joueur qui va courir vers les statistiques en fait. Ce n'est pas comme Salah qui peut être omnibulé par ses chiffres, j'ai marqué combien de buts, etc. etc. Ce n'est pas comme un Cristiano Ronaldo qui va... Tu sens que le joueur, même si son équipe gagne 3-0 et qu'il n'a pas gagné, qu'il n'a pas marqué, peut-être qu'il y a une petite frustration derrière, Sadio, il respecte justement le jeu. Il va pas chercher... Il sait qu'il est tueur, il est devenu de plus en plus tueur, mais... quand il faut faire la passe à la place de chercher son propre but, il ne se gêne pas. Tu sens que c'est quelqu'un qui fait pratiquement tout de façon mais vraiment très juste dans ses choix. Il y a un match récemment contre, je ne sais plus contre lequel, où il fait une passe mais extraordinaire à Salah en revenant un peu du... C'est une sorte de déhanché. Oui, ouais. Et ça, en termes de vista, en termes de coup d'œil, de peut-être un autre joueur, Salah sur cette même position, qui est quand même un joueur extraordinaire, je pense que sur cette même position, Salah aurait peut-être plutôt cherché une 2 pour lui-même être en position d'aller marquer ce but-là. Donc c'est quelqu'un qui vraiment ne cherche pas les stats, mais arrive quand même à avoir des standards très élevés. Et du coup, forcément, il va être attendu pour la Coupe du Monde parce que c'est la prochaine grosse échéance. Parce que bon, il y a eu ce barrage contre l'Égypte que le Sénégal a réussi à passer, non sans mal. Ça a été compliqué aussi, mais bon, on a l'impression qu'entre le Sénégal et l'Égypte, maintenant, ça va être comme ça, être quasiment kiff-kiff. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce mondial? Parce qu'on rappelle le groupe Pays-Bas, Équateur et Qatar. Au fait, j'entends pas les gens en parler beaucoup, mais ce sera une Coupe du Monde compliquée. Je m'explique. Parce que d'habitude, une Coupe du Monde, elle se joue juin-juillet. Ouais. C'est en fin de saison. Cette fois-ci, ce sera joué novembre-décembre. On sait tous que dans les grands clubs comme Liverpool, comme le Real de Madrid, ils font un foncier pour que les joueurs soient au pic au mois de mars. Parce que c'est là-bas que se jouent les huitièmes de finale de Ligue des Champions, les quarts de finale, etc.
Ils essaient au début d'être dans la locomotive, de ne pas être distancés, mais arrivé au mois de mars, c'est là que les gens sont au pic de leur performance, au pic de leur niveau, c'est-à-dire physiquement, moralement, mentalement. Ils sont tous préparés de la sorte. La preuve, au mois de janvier, Man City avait 11 points d'avance sur Liverpool. À la fin, ils avaient un seul point d'avance parce que Liverpool a récupéré, ce gap au mois de mars. Parce qu'ils sont programmés pour être en forme au mois de mars. Alors, si tu es en forme au mois de mars, mai, juin c'est la fin de la saison. Juin, il y en a certaines équipes qui jouent jusqu'au bout, qui récupèrent leurs internationaux une semaine, voire 10 jours avant le début de la compétition. Souvent, ils viennent cramer. Je donne l'exemple de 2002, quand Zidane met ce fabuleux but contre le Bayer Leverkusen et qui doit jouer une semaine après une Coupe du Monde, il ne la jouera jamais parce que physiquement, il ne s'est pas remis. Mais cette fois-ci, on nous programme une Coupe du Monde au mois de novembre et au mois de décembre. Comment ça va impacter la préparation au niveau des clubs respectifs de nos Lions? Est-ce que Klopp fera un foncier énorme pour qu'au mois de novembre, décembre, qu'ils ne soient pas en forme pour préparer mars-avril? Et est-ce que lui, il disait tout de suite que Sadio Mané faisait du rap au mois de décembre? Est-ce qu'il va en faire cette année? Est-ce qu'il sera prêt physiquement au mois de novembre? Il y a trop d'interrogations. Et moi, je ne sais pas. Comment on va analyser la saison d'un joueur de football qui va jouer au mois de novembre, qui peut-être, imaginez-vous que vous soyez blessé en début de saison, au mois d'août, septembre. Vous ne pouvez pas récupérer avant novembre, décembre, vous pouvez rater la Coupe du Monde. Alors que si c'est en juin, souvent, on a vu des sélections qui ont pu récupérer des joueurs, soit Neymar en 2014, le Brésil les récupère juste avant le début de la Coupe du Monde. Mais si c'est une Coupe du Monde qui se joue au mois de novembre et au mois de décembre, il y a beaucoup d'interrogations. Maintenant, si je dois parler de l'instant T, avec les joueurs T, on a de quoi pouvoir sortir de cette poule. Parce qu'il n'y a que la Hollande qui semble être compliquée. J'ai regardé la dernière Coupe arabe, j'ai vu un petit peu le niveau du Qatar. C'est pas nul, hein, parce que le Qatar bat l'Égypte en match comment ça s'appelle? C'est la troisième place. Avec des matchs, des temps additionnels élastiques. Hein? C'est ça, c'était 16 minutes. Mais je me dis qu'on a notre... Au fait, Aliou Cissé, l'une de ses plus grosses bourdes depuis qu'il est en sélection, elle a été faite face au Japon lors de la Coupe du Monde 2018, parce que j'étais au Japon, j'étais dans le stade. En changeant l'équipe. En changeant. Et je crois. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre. Comme vous et moi, on apprend tous les jours. Et ce jour-là, il a beaucoup appris. Il sait que dans un tournoi couperé, il faut avoir son 11, parce qu'on joue maxi 6 matchs, on n'a pas besoin de turnover, de changer, de machin, ou de s'adapter à l'adversaire. Il a essayé de s'adapter au physique des Japonais, et mal lui en pris, on ne gagne pas ce match. On n'a pas été éliminé par la défaite face à la Colombie, mais ce nul face au Japon a éliminé le Sénégal de cette compétition. Et je crois, on n'en a jamais parlé depuis, lui et moi, mais je suis sûr qu'il a énormément appris de ce match. Donc, la chance que nous avons, c'est comme en 2002, le premier gros match, c'est contre la Hollande. Ce n'est plus une foudre de guerre. Il ne faut pas aussi avoir peur de cette équipe qui a certes des certitudes dans le jeu parce que c'est Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven et quelques jours ça et là. Ils ont une manière de jouer depuis 7-8 ans, etc. Mais nous, on a autre chose. On a le mental, on a le physique qui va être important parce qu'on va rencontrer l'Équateur. Moi, j'ai regardé la Copa, mais physiquement, c'est une bête d'équipe. La force de la Hollande aussi, quand tu prends des Dumfries, des Wijnaldum, c'est avant tout physique. Physiquement, il y aura du répondant. Il y aura du répondant. Donc nous, il faut qu'on se prépare pour cette bataille physique. La seule équipe qui va jouer le tiki-taka, ce sera le Qatar.
Babacar, je te laisse juste finir un petit peu parce que malheureusement, notre podcast arrive à la fin. Pour la Coupe du Monde, alors, comme dit Yoro, c'est vrai qu'on va vers beaucoup d'incertitudes. On va vers l'inconnu, en fait. C'est la première Coupe du Monde qu'on joue dans cette période-là. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde est au même niveau, au moins sur ce plan-là. Tout le monde va vers l'inconnu. L'autre aspect, c'est également, il n'y aura pratiquement pas de préparation. Les entraîneurs récupèrent les joueurs une semaine avant le tournoi. Et une semaine, c'est très court quand tu vas vers une telle compétition. Mais bon, tu me diras que ce sera le cas pour tout le monde. Mais le truc qui me rassure personnellement, c'est que c'est très proche de la dynamique du point de départ de la dynamique extraordinaire dans laquelle le Sénégal est. C'est-à-dire cette année 2022 est incroyable pour l'histoire du Sénégal. On va gagner une CAN, on inaugure un stade XXL, on bat l'Égypte qui a été notre adversaire il y a quelques temps. On va surfer dans cette vague. Voilà, donc on est un peu sur ce nuage-là et à ce niveau-là, il va être très difficile d'aller chercher une équipe comme le Sénégal qui est en fait sur des certitudes en fait. Je pense qu'il n'y a aucune équipe actuellement dans le monde qui a une année 2002 aussi réussie et qui a un peu, et je le dis en fait, on a également des joueurs qui finissent la Ligue des Champions très fort, etc. Donc qui sont un peu sur potentiellement sur ce nuage-là. C'est peut-être probablement la France qui avait gagné la Ligue des Nations, qui récupère Benzema dernièrement et qui va peut-être jouer une autre Ligue des Nations. Et ça, c'était en 2021. Et ça, voilà, qui va jouer peut-être une autre Ligue des Nations. Mais à part ça, il n'y a pas une autre équipe qui est un peu dans cette dynamique, mais vraiment ultra positive où tous les voyants sont au vert. L'autre aspect également qui peut être très rassurant pour moi, bon, on va dire qu'on fait dans la symbolique, mais on retourne en Asie. Ouais, par rapport 2002, à 2002, c'était en Asie, c'était il y a 20 ans, on retourne en Asie. Je pense que sur le plan symbolique, sur le plan mental, ça va être un plus pour tout l'environnement autour de l'équipe. Ensuite, on va être dans un pays qui peut être moins hostile en termes d'environnement, en tout cas pour une équipe comme le Sénégal, qui a fait une belle année, c'est un pays musulman, etc., qui peut avoir, en fait, en termes d'environnement, ça peut faciliter tout ce qui tourne autour de l'équipe. Et sur le plan du jeu, on a un groupe qui est quand même assez solide en fait. On l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qu'on peut bouger, mais très difficilement. On a joué le Brésil au Singapour, on a fait 1-1. Alors que tout le monde se disait que le Brésil avait de quoi exploser le Sénégal, etc. Mais tous les matchs que le Sénégal joue depuis 2015, c'est des matchs où même les matchs qu'ils perdent, ils ne perdent pas par plus d'un but ou pire par 2 buts d'écart. Donc c'est quand même un groupe très solide qui a beaucoup de certitudes, etc. Et oui, le sélectionneur et son groupe ont beaucoup appris sur les événements qui se sont déroulés entre 2017, la CAN de 2017 et la CAN de 2021. Être un peu plus regardant sur ces petits détails-là auxquels on ne prête pas attention peut-être quand on démarre sa carrière ou tant que la situation n'arrive pas, tu te dis c'est incroyable de se faire éliminer d'une Coupe du Monde pour une histoire de carton jaune, mais après coup, tu te rends compte que c'est un détail qui est aussi important que tous les autres aspects du jeu parce qu'il aurait suffi que, par exemple, que Mbaye Niang soit un peu plus alerté sur cet aspect ou que Cheikh Ndoye ou que Sadio Mané, je crois, qui prend un carton sur un tacle offensif. Ça fait au moins 3 cartons qu'on aurait pu éviter. J'aurais pu comprendre un Gana Gueye ou un Kalidou Koulibaly qui, sur un geste d'engagement, qui prend un carton. C'est plus excusable que les cartons qu'on a pris d'une façon vraiment incroyable. On va dire ça fait expérience, dynamique positive, leadership. Et groupe abordable. Ça fait beaucoup d'éléments, on va dire. Et chaleur aussi, ça joue à notre faveur. C'est vrai, donc, ouais. C'est vrai aussi, ça joue. Donc, on va jouer dans un pays où il fera excessivement chaud. Déjà, pour les Néerlandais, ce sera un gros problème parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer sous 35-40 degrés. Ce sera le cas. Et puis le reste, on verra. Je ne fais pas du chauvinisme, c'est pas du chauvinisme. Mais c'est pas du chauvinisme. Mais en 2018, il y avait penalty sur Sadio Mané face à la Colombie. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en espérant que cette fois-ci, la VAR va marcher en tout cas, on va dire que il y a beaucoup de voyants qui sont au vert et puis on verra ce que ça va donner. En espérant bien sûr qu'on décroche, en tout cas pour éviter toute situation, qu'on assure la qualification avant d'affronter le Qatar. Ce serait pas mal. C'est pas qu'il faudrait craindre cette équipe, mais je préfère être dans une position vraiment très confortable avant de l'affronter.
Parce que si tu es dans une situation où, si c'est compliqué sur le dernier match, bah, il peut y avoir des détails qui peuvent tourner en ta défaveur parce que c'est le Qatar, parce qu'ils sont chez eux. On l'a vu à la Coupe arabe, les saisons traditionnelles. Ouais. Voilà, on l'a vu à la Coupe arabe avec des temps additionnels qui sont vraiment très élastiques. Donc autant régler tout ce qu'on peut régler sur les 2 premiers matchs. Et pour moi, c'est largement faisable. Et maintenant, après le reste, c'est le jeu, c'est le terrain avec ses incertitudes également. On ne peut pas deviner comment ça va se passer, mais on a quand même du matos pour aller loin. En tout cas, ça va être le mot de la fin. On a du matos pour aller loin. Babacar, merci en tout cas pour la participation et les anecdotes. Yoro, pareil, c'était franchement un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que ceux qui vont nous écouter et nous regarder auront appris des choses et pris du plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. À la prochaine. Allez, ciao, ciao.